Aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment le UI UX peut venir améliorer l'expérience utilisateur. On va essayer de comprendre les différents principes essentiels. On va découvrir une approche qui va être modulable, donc c'est-à-dire qu'on va être capable d'adapter selon vos besoins. Et aussi, on va avoir quelques cas clients, comme ça, on va pouvoir mettre en pratique ou avoir quelque chose de concret à vous présenter aujourd'hui face à tous ces concepts-là qu'on va parler. Donc, un petit agenda. Donc, évidemment, on va aller avec une petite introduction. On va aller ensuite vraiment le UX, le UI. C'est quoi? Comment on adapte ça à la BI, donc en intelligence d'affaires? Évidemment, on va aller avec ça mange quoi en hiver? C'est le fun comme concept, mais après ça, comment on fait ça vivre? Comment on peut euh, créer quelque chose qui va être pérenne dans le temps? On va en suivre ça avec une petite conclusion et comme mentionné, la petite question-réponse. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, là, comme ça on garde ça interactif. Je pense que ça va être une brève présentation. Donc, je vais commencer. Marc Léproy, directeur analytique chez SBI depuis plus de 7 ans maintenant. Avec Émile, mon très cher collègue et notre artiste de la donnée aujourd'hui, on a pensé à ce webinaire. Là, donc, je vais le laisser se présenter. Merci beaucoup Marc-Philippe. Moi de mon côté c'est Émile, consultant en business intelligence également, avec une expertise en UX/UI, donc sur la conception des rapports. D'ailleurs ne soyez pas étonnés si j'appelle Marc-Philippe MP, euh, on a souvent l'habitude de l'appeler comme ça, donc ça ne sera pas une troisième personne, un invité surprise au cours de la réunion. Mais voilà, je pense que c'est nos profils. Si vous avez des questions avant, pendant, après, n'hésitez pas. Il y a la section clavardage, la section questions et réponses, mais également, vous avez nos QR codes juste ici affichés pour un lien de redirection vers nos LinkedIn. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous recontacter par la suite, n'hésitez pas. Alright, bon, ben, rentrons là-dedans. Évidemment, ce ne serait pas un vrai webinaire sans une petite slide marketing. Donc, SBI, fondé en 2009 avec plus de 350 experts au travers de la planète, avec 10 bureaux et 3 en Amérique du Nord. Donc, SBI, c'est quoi? Ben, c'est principalement 3 offres. Donc, on a le SBI Data, SBI EPM et SBI AI. Donc, on essaie de vraiment étendre notre champ d'expertise sur tous les outils. Évidemment, aujourd'hui, on va plonger beaucoup plus sur la partie data avec tout ce qui est UI, UX et les outils de visualisation de données ou de restitution. Mais je tiens quand même à mentir que SBI EPM, on vient de signer on a gagné un nouveau niveau de partenariat avec Pigment la semaine passée. Donc, on a rendu 2 étoiles. Donc, c'est quelque chose qu'on est très content. Mais bon, trêve de plaisanterie, rentrons dans notre histoire et dans notre introduction au UI et UX. Donc, pour rentrer dedans, faut voir avec vous comment on est rendu à vous présenter ça aujourd'hui. Ça a été un recrutement de quelques consultants ensemble, où est-ce qu'on avait une certaine appétence pour le design. Donc, on aimait cette partie-là un peu plus psychologique, un peu plus d'attention un peu moins mathématique que l'intégration de la donnée, par exemple, parce que là, il fallait vraiment comprendre les utilisateurs. Donc, on avait nos designs, on aimait ça, les comparer ensemble, puis à essayer d'aller plus loin, développer l'interaction, comment bien mettre en évidence les KPI, les moins bons, comme ça on est capable de voir quand ça ne va pas. Ce qui nous a amené à faire une prise d'expérience en BA, donc en business analyst ou analyse d'affaires, donc comment bien récupérer le besoin, comment bien cerner le storytelling qu'on veut, comment on peut bien cerner l'utilisation que l'utilisateur veut en faire pour vraiment tout comprendre. Et avec ça, donc, on commence à faire de plus en plus de projets. Et là, on se face vraiment à notre premier problème, qui a souvent plus de budget pour qu'est-ce qui est UI, UX. Donc, évidemment, c'est à la fin de la chaîne de la donnée. Et donc, c'est souvent là qu'on va écoper, qu'on finit par dire, bon, ben, on fait une grille simple, pas besoin de trop y penser, pas grave pour les couleurs. Et évidemment, on se retrouve avec des rapports un peu plus simplistes. Donc, c'est là qu'on avait un peu plus de misère à livrer quelque chose. Et évidemment, quelque chose, je pense qu'on a tout été mis mal à l'aise, c'est vraiment Excel. Autant Excel, c'est un super logiciel. On a souvent eu la demande, OK, ben, comment je fais pour exporter dans Excel? Je peux utiliser ça dans Excel? Oui.
Mais c'est sûr que utiliser Excel, mais ça fait preuve d'une mauvaise adoption. Donc, est-ce qu'on a mal compris le besoin? Est-ce qu'on a mal compris le niveau d'expérience avec l'outil? Et donc, c'est cet accompagnement-là qui était déficitaire. Et donc, c'est là qu'on s'est amené aujourd'hui à parler de UI UX adapté à la BI avec vous. Donc, c'est vraiment une chaîne d'informations qui se répète dans tout ce qui est UI UX, la prise de besoin avec l'analyse d'affaires, l'outil de restitution. On peut parler de stratégie, Power BI, Looker, on a ClickSense et j'en passe bien d'autres. Mais c'est là qu'on vient vraiment, nous, rajouter de la valeur. C'est s'assurer qu'il n'y a pas de maillon faible entre ces différents concepts-là au niveau de la visualisation de données. C'est-à-dire que c'est là qu'on vient avec nos capacités techniques, avec les différents outils, avec notre capacité d'analyse d'affaires, on vient vraiment cerner le besoin. On a les compétences techniques pour créer le besoin, mais aussi le rendre visuellement beau et attrayant afin de pousser cette utilisation. Mais all right, je pense que j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à mon collègue pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup MP. Dans cette nouvelle section, on va discuter de l'UX UI. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est? On va vraiment se poser la question de répondre au mieux aux définitions, comprendre chaque notion, quels sont les éléments importants à comprendre et tout simplement la différence entre les deux. Ce qu'on peut voir du coup sur l'UX. Donc on a, comme Marc-Philippe vous a dit tout à l'heure, on a essayé de créer un webinaire interactif. Donc dans la section chat et dans la section questions et réponses, vous allez pouvoir saisir les réponses que vous souhaitez, que vous pensez juste pour les différentes questions qu'on va vous poser. Donc ici, première question, qu'est-ce que l'UX? Donc l'expérience utilisateur, user experience. La réponse A, selon vous, est-ce que c'est l'UX, c'est l'expérience complète d'un utilisateur avec un produit ou un service? Réponse B, l'UX regroupe les éléments visuels d'un produit. Réponse C, l'UX est une méthode de développement axée sur la rapidité et la flexibilité. Ou réponse D, l'UX regroupe les interactions mobiles et web. On va vous laisser quelques secondes le temps que vous puissiez réfléchir, un petit peu relire de votre côté les différentes réponses et saisir votre réponse, ce que vous pensez qui est juste dans le chat ou bien tout simplement dans la section questions et réponses. On voit qu'il y a déjà quelques réponses qui s'en viennent. C'est beau, ces genres de petits jeux-là me font penser, je sais pas pourquoi, à la poule aux œufs d'or. Là, j'ai le goût de dire on choisit la poule, la poule. MP, est-ce que toi, tu as une petite idée sur la Ah, ben réponse? oui. Oui, oui, mais en même temps, je ne veux pas trop m'avancer. Il faut que je laisse les autres participer. Là. Je ne peux pas avoir raison tout le temps. Je comprends. Je vois qu'on a une flopée de réponses qui commence à être affichée dans la conversation. Donc, je pense qu'on va laisser encore peut-être 1 ou 2 secondes pour les retardataires. Et du coup, la bonne réponse, c'était la réponse A. L'UX, c'est vraiment l'expérience complète d'un utilisateur avec un produit ou un service. Donc, imaginons, vous êtes utilisateur et sur une application, sur un site web ou tout simplement sur un rapport en BI, en intelligence d'affaires, c'est vraiment le parcours du début, donc de l'ouverture de l'application jusqu'à la fin. Donc, que ça soit une prise de décision, que ça soit une action qui a été réalisée, par exemple une commande effectuée sur un site web ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce parcours utilisateur qu'on identifie comme l'expérience utilisateur. Et le but, c'est de proposer la meilleure expérience à l'utilisateur pour que ça soit agréable, pour qu'il puisse terminer ses actions et tout simplement revenir et réutiliser l'outil. Donc là, c'était la première question. Vous êtes nombreux à avoir eu la bonne réponse. Là, maintenant, on va voir la différence et qu'est-ce que l'interface utilisateur, user interface en anglais. Donc la réponse A, lui, concerne seulement les interactions sur mobile et web. Réponse B, lui est une méthode de dev qui privilégie sécurité et stabilité. Réponse C, lui regroupe les objets visuels et interactifs pour l'utilisateur. Ou réponse D, lui couvre l'expérience globale de l'utilisateur avec un produit. Donc même logique, vous saisissez votre réponse dans le chat. On peut voir qu'il y a déjà des personnes qui sont au starting block, qui saisissent leurs données, leurs réponses. Les gens Pour le sont coup, efficaces, là. Le café a ouais, fait effet. exactement. Vous n'avez pas la retombée de midi encore. Pour le coup, ici, malheureusement, vous n'avez pas l'appel à un ami
Mais bon, vous pouvez quand même essayer d'appeler un ami si vous avez le temps. Mais vous allez devoir trouver par vous-même. On voit qu'on a pas mal de réponses pour cette deuxième partie. Encore 1 ou 2 secondes pour les retardataires. Et on voit qu'il y a vraiment une réponse qui se dégage. Et roulement de tambour, la réponse était la réponse C. Donc ici, à l'inverse de l'expérience utilisateur, l'UI, donc l'interface utilisateur, regroupe les objets visuels et interactifs pour l'utilisateur. Donc je m'explique. Ça va être tous les éléments qu'on va avoir sur un rapport Power BI, par exemple, les boutons, les filtres, les graphiques, les zones de texte, etc., etc. Tout ce qui va permettre à l'utilisateur d'interagir avec le rapport qui est affiché qui lui est affiché. Donc, c'est vraiment en lien avec l'expérience utilisateur. L'un va avec l'autre pour avoir un meilleur accompagnement de l'utilisateur face à cette utilisation. Pour faire un petit résumé, quelle est la différence entre les deux? On va pouvoir voir sur cette slide, j'aime beaucoup cette image d'ailleurs. On peut voir que l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, on l'a en fait dans la vie de tous les jours, même avec les produits qu'on utilise. Avec une simple bouteille de ketchup, on peut voir que si le design est joli, est-ce que l'expérience utilisateur derrière est bonne? Pas toujours. Ici, pour le coup, la bonne bouteille en plastique où on a juste à presser, qui fait un drôle de bruit, mais au moins on a une bonne dose de ketchup sur notre hot dog. Ça permet en fait vraiment de retrouver ces informations-là dans la vie de tous les jours et de voir un petit peu ce que c'est. Oui, c'est ça. J'espère la prochaine fois que vous allez manger vos petits hot dogs, là, vous allez penser justement à UI, UX, là, est-ce que c'est adapté à ce qu'on veut faire? Ah. Exactement. Donc sur cette partie-là, on a pu voir vraiment la partie UX et UI, donc vraiment les définitions. Maintenant, on va se concentrer sur un autre élément, ça va être la charge cognitive. Donc la charge cognitive, c'est un des éléments qui est très intéressant à étudier lorsqu'on souhaite proposer une expérience utilisateur adaptée à, à différents utilisateurs. Donc on va prendre un exemple. Imaginez que vous êtes au centre commercial, c'est samedi après-midi, c'est bondé de monde, vous vous retrouvez un petit peu à faire vos cadeaux de Noël un petit peu à la dernière minute dans ce centre commercial et vous voyez différentes personnes qui passent à côté de vous. Vous faites pas spécialement attention parce que bah, c'est samedi après-midi, il y a toujours du monde, mais vous voyez qu'au deuxième étage, en fait, il y a votre collègue, Michel, on va l'appeler Michel. Ce collègue Michel, en fait, vous le voyez, il est avec sa copine également, il est entouré, donc soit c'est sa sœur, sa copine, son ami. Et mais bon, la personne est trop loin. Vous souhaitez pas spécialement crier dans tout le centre commercial, «Hey Michel!» Donc vous vous dites: «OK, je saisis cette information dans ma mémoire et plus tard, lundi, au bureau, je lui ressortirai cette information et je lui dirai: "Ah bah je t'ai vu lundi, ah, je t'ai vu samedi, pardon, justement. Toi aussi, tu t'es retrouvé à faire les cadeaux de Noël un peu à la dernière minute, etc." Donc en fait, cet exemple, ça permet un peu de montrer qu'à partir d'une information, la multitude d'informations qui vous est affichée, qui vous est présentée tout au long de votre vie, tout simplement, dans votre environnement, l'information, vous allez la saisir, la mettre en mémoire et la restituer. Donc tout ce process-là, ça s'appelle la charge cognitive. On va rentrer un peu plus en détail avec un autre exemple. Ici, pour aller un petit peu plus en profondeur, on va se concentrer et faire un parallèle, une comparaison. Votre charge cognitive, donc entre guillemets votre cerveau, c'est représenté par une carafe, ce qui vous est présenté ici. Donc dans cette carafe, c'est la capacité disponible de votre mémoire de travail. Lorsque vous allez étudier un rapport en Power BI, par exemple, on va avoir différents éléments de charge cognitive qui vont venir, surcharger, entre guillemets, votre mémoire de travail. Comme vous pouvez le voir, on a trois éléments, l'intrinsèque, l'extrinsèque et l'utile.
Donc l'intrinsèque, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être la complexité même de votre analyse. Donc par exemple, si vous êtes en finance, vous allez avoir toutes les règles financières, les années fiscales, des informations un peu plus précises. Donc c'est tout simplement lorsque vous avez un problème, une équation mathématique, en tant que telle, c'est complexe. Vous devez prendre en compte toutes les notions, les règles, euh, pour bien comprendre avant de vous lancer. Ensuite, on a un deuxième élément de la charge cognitive, ça va être l'extrinsèque. Donc ici, c'est en lien avec l'interface utilisateur. Donc c'est tout ce qui va être les éléments visuels qui vont vous être présentés. Donc un exemple également, je pense que vous vous souvenez tous des sites web des années 2000 où on avait de la couleur à outrance, des fonds, des backgrounds violets, euh, des choses qui scintillaient, etc. Bon, c'était les débuts d'Internet, on souhaitait mettre de la couleur et c'était vraiment sympa, mais c'était vraiment pas agréable à lire. Donc ici, la partie extrinsèque, ça va vraiment être tout ce qui va être, tout ce qui va vous être présenté via la couleur, la police, les tailles d'écriture, etc., etc. Donc le but, c'est de minimiser ces informations-là pour laisser plus de place à l'information en tant que telle. Enfin, on va avoir la partie utile. Donc, le troisième élément, ça va être la partie de la charge cognitive, pardon, ça va être l'élément utile. Donc, ça va vraiment être l'utilisation de structures, de schémas dans votre rapport. Par exemple, imaginons que vous avez une page 1 avec vos filtres, les KPI et ensuite les graphiques. Si vous vous retrouvez sur une page 2 avec plus ou moins la même analyse, mais d'un point de vue différent, si vous retrouvez les filtres en bas, le KPI en bas à gauche, les graphiques en haut, c'est plus compliqué à l'utilisateur de se replonger dans cette nouvelle page et de rentrer et de commencer son analyse. Donc si vous le pouvez, réutiliser toujours la même structure pour simplifier un petit peu la lecture à l'utilisateur. Un exemple assez classique, si vous êtes dans un lieu public et que l'alarme incendie se lance, euh, par automatisme, vous allez chercher une porte avec l'écriteau sortie ou exit pour pouvoir sortir le plus rapidement possible. C'est vraiment intuitif, c'est un attribut préattentif qui va permettre de simplifier la prise de décision et tout simplement la compréhension de l'information. Donc par rapport à ça, ces trois éléments-là, comme on peut le voir sur la slide suivante, on a l'utile, l'extrinsèque et l'intrinsèque, ça fait partie de la charge cognitive. Comme vous pouvez le voir, il reste plus beaucoup de place dans la carafe et cette zone restante, c'est vraiment la capacité restante pour l'analyse. Donc à partir du moment où on a ouvert le rapport, on a ces trois notions qui déjà prennent beaucoup de place dans votre cerveau. Ce qui va vous rester, en fait, c'est vraiment le peu d'énergie pour commencer l'analyse. Vous allez faire des filtres, vous allez réduire pour avoir réellement votre scope de données et commencer votre étude pour pouvoir prendre des décisions par la suite ou faire votre suivi, voir les évolutions. Donc le but réellement, c'est de minimiser la charge cognitive pour vous laisser le plus d'énergie possible dans votre cerveau, donc une capacité de mémoire plus grande pour étudier vos données. Moi, j'aime ça, je pense que c'est très, très visuel comment tu l'as placé. Ça me fait tout le temps penser soit à un ordinateur personnel, puis à un laptop, où est-ce qu'on a déjà 5-6 Excel d'ouvert, on a notre navigateur qui a 20 onglets, on a de la musique qui joue en arrière, on ne sait pas c'est où, puis Exactement. on veut juste ouvrir un Word, puis ça prend une éternité, c'est compliqué. Donc, encore une fois, less is more, more is less. Mais c'est vraiment cool. Je pense que c'est Mhm. un beau petit concept, cette charge cognitive-là, mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous présenter pour aller chercher des quick wins, tu sais, des quoi regarder qu'on essaie de diminuer cette charge cognitive-là, justement? Ça tombe très très bien ta question MP parce que justement on a un exemple pour voir un petit peu cette information-là et justement le less is more. Euh, On a ici en fait une animation d'un graphique qui est assez lourd au départ et on va mettre en place différentes règles. On va retirer les lignes, on va retirer certaines informations et comme vous avez pu le voir, c'est l'exemple qu'on a pris pour le post du webinaire sur LinkedIn. Le but, c'est d'utiliser le phénomène du data ink ratio pour réduire les informations non essentielles pour pouvoir pour véhiculer pardon, le message principal du graphique. Donc ici, sans doute que l'utilisateur souhaitait étudier assez rapidement
les deux premières valeurs, Hello Kitty et Pokémon, donc avec la mise en couleur. Je ne sais pas du tout c'est quoi la prise de décision derrière, mais au moins on peut voir assez rapidement qu'on a un vrai avant-après. Je suis quand même surpris de voir Winnie the Pooh avant Star Wars, mais bon, continuons. Euh, Dans cette nouvelle catégorie, l'UX UI adapté à la BI, on a quelques notions clés qui sont assez intéressantes à vous présenter. Comme vous pouvez le voir dans la slide suivante, on a quatre catégories. On a identifié quatre catégories, donc l'audience, la couleur, la structure et les graphiques. Lorsque vous allez créer un rapport en business intelligence, en analyse d'affaires, c'est vraiment important de se concentrer sur ces quatre éléments pour vraiment apporter la meilleure expérience utilisateur. Donc première catégorie, tout simplement, c'est l'audience. À qui on souhaite faire véhiculer l'information, qui veut prendre des décisions justement grâce à ce rapport. Est-ce que c'est une audience stratégique? Est-ce que c'est une audience analytique? Le temps d'analyse, est-ce que on souhaite avoir des informations très rapidement ou justement on a le temps et on a la possibilité d'afficher beaucoup plus d'informations? Donc ça, identifier l'audience, les personnes qui vont utiliser le rapport, c'est très important. Ensuite, la palette de couleurs. C'est très important. La couleur est censée accompagner l'information. Euh, pour ne pas tomber dans le piège justement des sites des années 2000, mieux vaut avoir un rapport sobre où on peut personnaliser avec les couleurs de l'entreprise, les couleurs du client si vous êtes en consultation. Mais voilà, la couleur, c'est vraiment fait pour donner une alerte, mettre en lumière une information. Le but, c'est que ça soit des couleurs accessibles pour tous et adaptées pour tout le monde. Ensuite, on a également la structure. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec la charge cognitive, la notion d'utile. Le but, c'est de mettre en place une structure, un schéma qui se répète, un pattern, pour faciliter la lecture à l'utilisateur. D'une page à une autre, il va se dire, OK, donc là, je sais qu'en haut, c'est les KPI, ensuite, c'est les graphiques, les filtres, je les retrouve ici. OK, c'est super simple. Un nouveau utilisateur, sa montée en compétence sur le rapport sera très réduite et il pourra profiter du rapport assez rapidement. Enfin, la dernière catégorie, ça va être les graphiques. En fonction de la question de l'objectif qu'on se pose, on va pas utiliser les mêmes graphiques. On a des graphiques de distribution, de comparaison, d'évolution également. Le but, c'est de pouvoir proposer le meilleur graphique en fonction de l'information qui vous est présentée. Euh, donc voilà, c'est ces quatre éléments qui sont très importants lorsqu'on va créer un rapport. Et en essayant de mettre de l'énergie sur chacune de ces catégories, on propose une expérience utilisateur, une meilleure expérience utilisateur. Mais c'est vraiment bien, tu sais, c'est des beaux concepts. Puis comme tu l'as mentionné, je pense que l'utilisateur est vraiment clé là-dedans. Il doit être au centre de ces décisions-là. Mais ça reste des concepts relativement abstraits. Tu sais, on peut en parler, audience, couleur, structure, mais réellement, je pense, est-ce que tu aurais un exemple pour nous? Parce que c'est facile d'en parler, mais MP, tes questions sont vraiment pertinentes. J'ai justement un exemple à vous présenter. Un exemple de projet sur lequel on a travaillé, justement, c'est un de nos clients qui est un super client d'ailleurs, un très beau projet sur lequel on a pu échanger. Je vous laisse visualiser un petit peu le rapport, mais ce que vous pouvez voir en fait, c'est que si on se concentre sur la partie KPI, donc vous pouvez retrouver le même pattern qui se répète, KPI 2, KPI 3, KPI 4, etc. Si on se concentre juste sur la partie KPI 2, on peut voir différentes informations qui nous ont présentées. Donc en tant que tel, toutes les informations sont affichées à l'utilisateur. L'utilisateur peut déjà commencer à prendre des décisions. Euh, Ce qu'on peut voir, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez mettre en commentaire ou dans la partie questions et réponses déjà quelques informations que vous voyez qu'on pourrait améliorer, peut-être la couleur, la structure, etc. N'hésitez pas en parallèle de mon explication. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que tout est à peu près à la même échelle. Donc c'est vraiment compliqué en tant qu'utilisateur, en tant que nouvel utilisateur, de se dire, OK, quelle est l'information la plus importante? Est-ce que c'est la jauge? Est-ce que c'est le 14 999 que je dois lire en premier? Ensuite, le pourcentage, le 88%, et on a des différents éléments de comparaison. Donc, sur cet élément de travail, et on peut voir également qu'on a 6 KPI au total qui nous sont présentés dans ce graphique. Ça, c'est la partie avant, mais dans la partie après, justement, on a pu faire un audit et proposer une nouvelle version
avec, comme vous pouvez le voir, une vraie structure de la page, pardon, où on va retrouver les éléments les plus importants en haut. On a également fait le choix de séparer cette page en deux sous-catégories, donc en sous-menu 1 et sous-menu 2, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et les informations les plus importantes, donc la partie évolution, les KPI, les pourcentages sont affichés en haut. Et si on souhaite avoir plus d'informations, donc par exemple pour le KPI 2, on retrouve la valeur actuelle, 14 999, et on peut le comparer au seuil, la cible et l'idéal. Le but, c'est vraiment d'avoir une logique de lecture, donc ici de haut en bas, pour avoir le maximum d'informations, mais on peut très bien s'arrêter sur la partie du haut. Ouais, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que probablement que chaque personne qui a regardé ça a eu quelque chose qui est venu attirer son œil. Donc, ça remet, je pense, en avant l'importance de connaître son utilisateur parce que chaque personne va regarder son rapport, ses données de façon différente et c'est différents éléments qui vont venir attirer son attention. Très, très cool. Euh, donc par rapport à ça, maintenant qu'on a vu l'ensemble les notions clés, les règles importantes, quels sont réellement les avantages et les gains? Je pense que vous avez déjà compris de votre côté, mais c'est important de vraiment mettre en lumière ces avantages-là. Tout simplement, c'est une meilleure gestion du changement. On sait très bien que lorsqu'on a un nouvel outil, on passe d'un outil à un autre, etc. On a toujours des personnes qui sont un petit peu réticentes dû au changement, et c'est tout à fait normal parce qu'on va devoir mettre plus d'énergie à comprendre comment utiliser le rapport, où sont nos informations. Donc mieux on prend en compte les besoins de l'utilisateur et mieux il pourra avoir une meilleure gestion du changement. Donc tout simplement, c'est également lié, vous avez un rapport, le rapport pourra être périn et durer longtemps. Donc il y a vraiment une logique d'appartenance. L'utilisateur se sent compris et dans une communauté et il va pouvoir donner des feedbacks, des retours pour améliorer certaines informations euh, et tout simplement utiliser au mieux le rapport. Il y a également, troisième point, l'acceptation et l'appropriation du nouvel outil en lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, hein. Mais le but, c'est vraiment de simplifier la prise en main. Plus par exemple, on va se dire en moyenne, un rapport, il faut un nouvel outil, il faut une semaine pour que l'utilisateur se prenne vraiment la main, comprenne où sont les différentes informations et ensuite il pourra avoir une prise de décision. Plus on va réduire la charge cognitive et plus rapidement l'utilisateur va pouvoir commencer à jouer avec le rapport et tout simplement prendre des décisions et faire le suivi de ces informations. Très, très cool. Moi, c'est drôle, cette semaine, quand on parlait de UX UI, ça me fait penser à ma cuisine. Là. Je suis principalement en rénovation en ce moment. Là. Puis là, on est capable de voir que, tu sais, est-ce que notre cuisine, c'est quelque chose de typique? Elle est venue de base avec la maison, tu sais, elle fait rien d'exceptionnel. Elle est juste bien dans à peu près tout. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a complètement désigné parce que vous venez d'acheter puis que ben, c'est absolument pas approprié à vos besoins? Fait que vous ne l'utilisez vraiment pas à bon escient ou c'est vraiment vous qui a dit, bon, ben moi, j'aime ça cuisiner comme ci, j'aime ça avoir un très gros îlot. Donc, vous êtes vraiment capable de maximiser, vous vous sentir vraiment bien dans votre cuisine. Fait que si on dirait que les étapes du changement m'ont fait penser à mes rénaux, là, mais désolé pour cette étape. Non, Fait que mais ça, c'est c'est un très bel exemple parce que justement, on sait très bien que euh, plus on a une cuisine qui est adaptée à nos besoins, où on se sent bien, et plus on va vouloir faire la cuisine, on va faire à manger tout simplement. Bon, petite anecdote, ça fait une semaine que j'ai pas fait à manger, donc je pense que c'est assez significatif de ma cuisine personnellement, mais je trouve que c'est un très bel exemple, ouais. Alright. Donc là, on a parlé de plein de concepts, mais vraiment, le UI UX, ça mange pas en hiver. Si vous n'êtes pas familier avec l'expression, n'hésitez pas à me contacter ou de le mentionner dans le chat. J'ai découvert là, avec l'équipe que c'était pas tout le monde qui la connaissait. Fait que dans le fond, comment ça fait pour être périn, le UI UX adapté à BI, puis comment on vient vous aider dans cette partie-là? Mais comment nous, on voit ça, c'est vraiment deux sections. Donc, on souhaite vraiment remettre l'utilisateur au cœur de la solution. Puis, dans le fond, notre première pensée est vraiment avec des outils, des quick wins. Donc, on aimerait vous accompagner dans cette solution-là. Donc, on peut venir avec vous, regarder ce que vous utilisez en ce moment. Est-ce que c'est des rapports qui ont été faits sur Power BI? Est-ce que c'est des vieux rapports, par exemple, qui ont été faits dans SAP, dans Cognos il y a un petit moment et que vous êtes prêt à faire un petit pot neuf? Donc, on est capable de vous ramener aussi quelques observations, des quick wins à ce niveau-là. Où est-ce qu'on se dit, bon, ben, est-ce que votre palette de couleurs a été revue dernièrement? Est-ce que vous avez changé vos couleurs puis les rapports n'ont pas suivi?
On a aussi des formations disponibles, donc des formations utilisateurs, donc pour vous familiariser avec vos outils pour que vous soyez en pleine possession de vos moyens quand vous rouvrez votre rapport, soit dans Stratégie, soit dans Power BI. Mais on a aussi des formations pour les développeurs, donc afin de mettre l'accent sur ton UI et ton UX et comment créer facilement quelque chose avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Donc, on est prêt à vous accompagner là-dessus également. Et aussi, on a des propositions de maquettes. Donc, on a des outils tels Figma pour créer rapidement des maquettes et parler avec vous. Comme ça, on est capable de savoir rapidement si, ça, j'aime ça, j'aime moins ça. Et ça nous permet de faire le pont vers notre prochaine section qui est l'optimisation de l'accélération. Donc, si que ce soit un projet existant ou un nouveau projet, ben, on est capable de venir vous accompagner là-dedans. Donc, peut-être que vous avez déjà votre flotte de rapports Power BI, par exemple, mais vous voulez juste l'amener un peu plus loin, vous voulez personnaliser, vous voulez redonner un peu l'aspect blason de l'entreprise. Là. Vous voulez être fier, vous voulez être capable de présenter dans les différentes réunions. Donc, c'est là qu'on peut venir vous accompagner avec quelques ajouts. Et aussi, on peut partir de zéro et travailler avec vous et vous offrir un UX, UI avancé. Donc, quelque chose où est-ce qu'il y a un storytelling, où est-ce qu'on est capable de comprendre rapidement qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien et quelles actions on peut prendre directement basées sur nos rapports. Et qu'est-ce qu'on aime, c'est nos accélérateurs. Donc, comme je l'ai mentionné, on a des maquettes, mais aussi on a des rapports pré-bâtis. Comme on peut dire, là, désolé de l'anglicisme, mais ça serait un plug and play. Donc, on prend nos rapports, on connecte vos données et en 2 temps 3 mouvements, vous avez votre nouvelle flotte de rapports. Et donc là, ça nous permet de travailler justement sur le 20% de l'expression 80-20. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit que c'est vraiment intéressant, mais on n'a pas trop le temps. Ben, avec ces accélérateurs, on est capable de se concentrer vraiment sur cette valeur ajoutée-là qu'on aimerait aller chercher. On a pensé à un accompagnement personnalisé à ce niveau-là. Donc, vous prenez ce que vous avez de besoin. Donc, ça peut commencer par des formations et la communication des bonnes pratiques en UX UI adapté à la BI. Après ça, on peut passer à des ateliers de récupération de besoins. Donc, on vous l'a dit, on doit ramener l'humain au centre de la solution. Donc, on doit vraiment avoir une conversation avec lui pour prendre en main qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir, c'est quoi les actions qu'il veut faire une fois qu'il a ces données. Après ça, on a encore une fois les audits, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, ça peut être des maquettes. Et ensuite, on peut continuer avec la création de rapports à partir de la maquette validée. Mais ça, encore une fois, c'est modulable. C'est peut-être que pour vous, toutes ces étapes-là ne sont pas nécessaires ou c'est pas en ce moment que vous voulez faire, vous avez un début, puis vous voulez juste avoir un feedback. Ben, dans le fond, on peut juste choisir ce que vous avez besoin. Donc là, ici, ben, peut-être que vous avez déjà votre formation, mais vous avez juste besoin un peu d'aide sur la récupération de besoins et sur l'audit parce que vos développeurs à l'interne, eux, vont être capables de faire ces rapports-là. Donc vraiment, on n'est pas comme un gym, là. Nous, on veut juste vous accompagner sur ce que vous avez besoin. Là. On n'a pas besoin d'un abonnement ou est-ce qu'on crée ce besoin-là. On veut vous accompagner là-dedans pour créer cette valeur ajoutée-là qu'on trouve très importante. Ben, on arrive à notre conclusion. J'espère qu'on ne vous a pas trop endormi, que ça a quand même été intéressant. Puis on espère que vous allez retenir certains aspects. On peut penser soit à vos hot dogs. Donc, est-ce que la prochaine fois que vous allez prendre votre bouteille de ketchup, vous allez penser à nous? On ne le sait pas. Mais au moins, si vous gardez en tête cette charge cognitive-là, donc less is more, more is less. Ça ne sert à rien de surcharger vos rapports. C'est important d'avoir ton storytelling. Donc, on n'est pas obligé de tout avoir nos KPI sur une seule page. Là, on peut créer cette navigation-là où est-ce qu'on commence à high level et on peut rentrer dans une approche un peu plus d'analyse. Et encore une fois, on est là pour vous aider avec cette approche modulable-là. Donc, à tout moment, si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas. Appelez-y, contactez-nous sur LinkedIn. Ça va nous faire plaisir d'aller voir c'est quoi vos besoins et comment on peut vous aider à ce niveau. Puis encore une fois, ben, on ne pouvait pas finir un webinaire sur le UI UX sans les belles paroles de notre parrain, on peut dire, un UX UI. Donc, Quel parrain, quel Stéphane parrain. Few, quel parrain, hein? Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, c'est nous qui leur donnons une voix. Donc, c'est vraiment important de leur créer de la valeur. Donc, transformer cette donnée-là en information et actionnable, mais c'est là qu'on va aller chercher tous les gains possibles et une adoption aussi au niveau des rapports. Donc, j'aimerais vous remercier et maintenant dire si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser dans le chat. Et si vous n'en avez pas, vous n'avez pas le temps, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par LinkedIn. Nos codes sont là. Vous pouvez envoyer des messages à Solution à Asbi. Ouh, il y a un beau lapsus ici. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions.
Comme Marc-Philippe le disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Que ce soit maintenant, avant, après, pendant, que ce soit sur LinkedIn ou tout de suite, on peut essayer de revenir sur certains éléments, de peut-être prendre un peu plus de détails, de focus. Euh, on est là pour ça. Il nous reste encore quelques minutes justement. Et pour ceux qui doivent y aller, ben, passez une très belle journée. Je vais passer un très beau temps des fêtes. Inquiétez-vous pas, le froid va bientôt partir. Ça va descendre. On va pouvoir aller jouer au hockey, par exemple. Ça va être le fun. Oui, C'est oui. quand la dernière fois qu'on a joué au hockey avant Noël? C'est la bonne période qui se lance là justement pour toutes ces activités-là. Et ne l'oubliez pas également, lorsque vous serez au centre commercial ou dans n'importe quelle boutique, faites attention à la charge cognitive, même pour vos emplettes de Noël, c'est très important. Évidemment, tout le monde s'est préparé d'avance et a fait ses achats en novembre ou avant. On n'attend pas tous à la dernière minute. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Et passez une très belle fin de journée. Merci beaucoup.